commencer la présentation. Donc, le titre de la présentation d'aujourd'hui, c'est « La science de l'équitation, une aide précieuse pour optimiser les apprentissages ». Donc, cette conférence, en fait, il y aura deux conférences sur ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, et la deuxième partie aura lieu la semaine prochaine à la même heure. Même jour, même heure. Alors, quel est le sommaire de la présentation d'aujourd'hui? Donc, tout d'abord, vous expliquer qu'est-ce que la science de l'équitation. Ensuite, placer les apprentissages au sein de la relation homme-cheval et du bien-être du cheval. Ensuite, je vous présenterai quels sont les 10 principes de l'ISES. Et aujourd'hui, on verra les principes 1 à 2. Et la semaine prochaine, on verra les principes 3 à 10. Alors, tout d'abord, les théories de l'apprentissage, c'est quoi? Alors, tout d'abord, une petite définition de l'apprentissage que vous avez en bas de la page. Donc, une définition scientifique, bien sûr. Donc, l'apprentissage, c'est l'acquisition d'une modification durable du comportement d'un individu comme résultat d'une expérience. En général, les animaux modifient leur comportement de la façon qui leur est la plus favorable. Et donc, le dressage d'un cheval, ça va justement comporter à mettre en place ces différents apprentissages. Donc, en fait, les apprentissages, selon la dénomination scientifique, en fait, ils ont été découverts au XXe siècle. On a découvert deux grands types d'apprentissage. Donc, vous avez peut-être entendu parler du chien de Pavlov, qui salivait dès qu'il entendait la cloche, ou du rat de Skinner, ou enfin du rat qui était dans la boîte de Skinner. Alors, le chien de Pavlov, en fait, il salivait quand il entendait la cloche parce qu'il associait ça à un aliment qu'on lui avait présenté avant. Donc, c'est ce qu'on appelle le conditionnement pavlovien, du nom de son inventeur, ou encore conditionnement classique. Et le rat dans la boîte de Skinner, c'est le conditionnement skinnérien, encore appelé conditionnement opérant. Donc, après, dans le reste de la présentation, on parlera de conditionnement classique ou de conditionnement opérant. Et ces apprentissages, en fait, ils sont applicables à un très grand nombre d'espèces animales. Donc, si je vous dis que c'est applicable aux poulpes, aux abeilles, jusqu'aux primates, bien évidemment, c'est également applicable aux chevaux. Alors, bien sûr, avant de connaître les théories de l'apprentissage, on savait dresser les chevaux. Et on connaît des écuyers illustres donc, qui ont réussi à appliquer ces théories de l'apprentissage sans savoir qu'elles répondaient à des processus scientifiques. Et donc, vous allez voir, dans le reste de ma présentation, en fait, j'ai dispersé un certain nombre de citations des écuyers qui montrent bien qu'ils connaissaient l'application, la mise en place, l'utilisation de ces principes, et mais effectivement, qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une base scientifique. Donc, on ne savait pas à l'époque que les modifications de comportement répondaient à des règles bien précises qui, en fait, correspondent à des processus cérébraux sous-jacents. Et on commence maintenant un petit peu à savoir ce qui se passe dans le cerveau des animaux et de l'homme aussi. Et par exemple, pour la petite histoire, le conditionnement opérant et le conditionnement classique, ils ne vont pas utiliser les mêmes circuits de neurones à l'intérieur du cerveau. Alors, en fait, connaître ces théories, c'est un plus pour travailler les chevaux. Ça aide à comprendre ce que le cheval comprend. Et vous allez voir dans ma présentation, il y a certaines choses, vous allez dire, oui, moi, je l'applique tous les jours, je connais ça très bien. Peut-être un certain nombre de choses, vous allez vous dire, oui, effectivement, j'appliquais, mais je ne savais pas que ça pouvait fonctionner comme ça. Et puis, j'espère que je vais peut-être vous apprendre un certain nombre de choses que vous aurez envie de creuser par la suite. Alors, on va replacer quand même les apprentissages au sein du bien-être. Donc le bien-être, là, je vous ai mis la toute dernière définition qui vient d'être publiée par l'ANSES, donc en 2017, qui est un petit peu différente de celle que j'avais mise dans mes premières présentations en 2015 et 2016, non, en 2016 et 2017, pardon, parce qu'en fait, c'est une définition qui est toujours évolutive. Donc, c'est un état mental et physique positif de l'animal. Donc déjà, là, on ne parle plus d'absence on ne dit plus que le bien-être, c'est une absence de mal-être. Non, il y a un état positif qui est lié à la satisfaction de besoins physiologiques et comportementaux et aux attentes de l'animal. Donc ça, c'est vraiment nouveau. L'animal a des attentes. Et donc cet état de bien-être va varier en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc là, on va retrouver ce que j'avais présenté dans mes 2 dernières conférences, c'est-à-dire que l'animal a des émotions, et le bien-être sera perçu par l'intermédiaire de ces émotions. Donc, quand on parle de bien-être,
en fait, il y a 4 grands principes à l'intérieur du bien-être. Donc, bien alimenter son cheval, l'héberger dans des conditions satisfaisantes, assurer une bonne santé, donc respecter le comportement, tout cela en prenant en compte les émotions. Et puis donc, en ce qui concerne le comportement, il y a essentiellement 2 choses, que le cheval puisse exprimer les comportements de son espèce, notamment d'avoir des relations avec les autres chevaux, et ce qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, qu'il ait une bonne relation avec l'homme à travers les apprentissages. Voilà, on a donc cité les apprentissages. Alors maintenant, je vais vous présenter l'ISES. Donc ISES, c'est International Society for Equitation Science. Donc c'est une société qui est constituée de chercheurs, d'étudiants et de praticiens. Donc praticiens vétérinaires, praticiens équitants, qui propose une approche de l'entraînement du cheval qui va associer les connaissances de l'éthologie, donc connaissances qui datent du XXe siècle essentiellement, et les théories de l'apprentissage. Et donc vous avez là l'adresse internet du site qui est en anglais si vous souhaitez éventuellement même adhérer, avoir des informations directes de la part de l'ISES. Donc l'ISES, en fait, que fait l'ISES? Donc cette société développe des méthodes scientifiques pour étudier, mesurer et interpréter les interactions entre le cheval et l'homme, diffuse des connaissances, propose une expertise au niveau international sur le comportement, l'entraînement et le bien-être. Donc tout ça se concrétise par des publications dans des revues scientifiques en anglais bien sûr, et également par des informations régulières sur le site internet. Les objectifs donc de cette équitation scientifique, c'est un entraînement plus efficace, un bien-être amélioré du cheval, et également bien-être amélioré pour le cavalier puisque la sécurité sera renforcée. Et donc l'ISES a résumé les théories de l'apprentissage en 10 principes, donc, dont on va parler au cours des 2 conférences aujourd'hui et la semaine prochaine. Et donc ces principes sont applicables à tous les chevaux, quel que soit leur âge. C'est-à-dire qu'on peut l'appliquer au poulain uniquement pour son éducation, après au cheval pour son dressage, quelle que soit la discipline, quel que soit le niveau du cheval, et quelle que soit la méthode utilisée, que ce soit une méthode à pied, montée, ou des différentes méthodes que l'on peut trouver concernant l'équitation. Alors voilà maintenant les 10 principes de l'ISES. Donc ces 10 principes, je vais vous les lister. Donc on verra aujourd'hui les 2 premiers. Travailler en respectant le comportement et les capacités cognitives du cheval et appliquer correctement la théorie de l'apprentissage. Et la semaine prochaine, on verra les 7 autres principes qui sont instaurer des signaux faciles à distinguer, façonner progressivement les réponses et les mouvements, travailler les réponses une par une. Donc réponse, c'est comportement du cheval. C'est vrai que je pourrais utiliser l'un ou l'autre des mots. Et puis signal, ça va être les aides du cavalier. Donc, apprendre une réponse par signal, instaurer des habitudes, rechercher la persistance des réponses ou des comportements du cheval, éviter et dissocier les réactions de fuite ou de peur, et montrer un niveau minimal d'excitation suffisant pour l'entraînement. Donc, on va commencer avec le premier principe. Travailler en respectant le comportement et les capacités cognitives du cheval. Et donc, tout d'abord, on va parler du comportement. Donc, les besoins du cheval concernant son comportement, c'est essentiellement avoir suffisamment de fourrage, suffisamment d'exercice en liberté et suffisamment de relations sociales. Et puis, il faut également savoir que les comportements de peur chez le cheval sont naturels. Alors, on aura des chevaux plus ou moins peureux, mais il faut savoir que la peur est un comportement toujours sous-jacent chez cet animal qui, à l'origine, est un animal de proie. Si on ne respecte pas cela, on aura donc au cours de l'entraînement, on aura d'autres problèmes évidemment au niveau santé ou comportement, mais concernant l'entraînement, on pourra avoir des problèmes au niveau des capacités physiques, des problèmes d'hyperréactivité, de manque d'attention, de manque de motivation, un effet rebond, et à l'autre extrême, des problèmes de dépression ou de dangerosité. Et donc là, j'avais envie de vous citer Robichon de la Guérinière qui disait « La connaissance du naturel d'un cheval est un des premiers fondements de l'art de le monter et tout homme de cheval en doit faire sa principale étude.
Alors effectivement, lui, il pensait essentiellement à l'équitation, mais on voit que ça déborde largement de l'équitation. Alors maintenant, on va parler des capacités cognitives du cheval. Donc, je vous ai défini ce que sont les capacités cognitives. Ce sont, en fait, c'est ce qu'on peut appeler également l'intelligence. Hein. Ce sont des processus mentaux par lesquels les animaux perçoivent, analysent, mémorisent les informations lorsqu'ils apprennent, mémorisent ou résolvent des problèmes. Donc ça va aussi concerner, donc ça va concerner la mémoire, ça va concerner même la conscience. Alors, il faut tenir compte tout d'abord des capacités sensorielles, à savoir que les chevaux ne voient pas, n'entendent pas, ne sentent pas, n'ont pas le même goût ni le même toucher que l'homme. Ensuite, on va parler de la mémoire. Alors, la mémoire de travail, ça c'est très important parce que c'est ce qu'on va utiliser dans les apprentissages. La mémoire de travail, c'est la capacité de se rappeler un événement pendant un certain délai au cours duquel il n'est plus présent et à réaliser le comportement approprié. Donc pour nous, par exemple, c'est on vient d'entendre un numéro de téléphone, on a le temps de s'en rappeler jusqu'à le noter sur un papier. Bon, bah, c'est ça la mémoire de travail. Et donc ça c'est hyper important chez le cheval parce que par exemple on va lui demander, on va utiliser les aides pour lui demander quelque chose. Le cheval va répondre par son comportement aux aides. Si on veut le récompenser ou si on veut utiliser le conditionnement opérant par exemple, il faut l'utiliser pendant le laps de temps pendant lequel il se rappelle qu'il a répondu à nos aides. Donc chez le cheval c'est en moyenne de 20 à 30 secondes. Je dis en moyenne parce que pour certains chevaux, ça va être de 10 secondes et pour certains autres, ça va être de 40 secondes. Par contre, s'il y a un stress, la moyenne tombe à moins de 12 secondes. Et chez les chevaux peureux, en cas de stress, c'est encore plus réduit, jusqu'à atteindre 0 secondes chez certains chevaux peureux. Donc, ce qui veut dire que si on travaille un cheval peureux en situation de stress, il n'aura aucune mémoire de ce qu'on vient de lui demander, donc il ne sera pas capable d'associer le comportement qu'il a réalisé par rapport à ce qu'on lui a demandé et après, effectivement, on va le récompenser ou pas, mais effectivement, il ne sera absolument pas capable d'associer l'ensemble. À long terme, donc les chevaux ont la mémoire des personnes, des chevaux, des apprentissages pendant au moins 10 ans. Alors pourquoi je vous dis au moins 10 ans? Parce qu'en fait, les expériences scientifiques ne sont pas allées au-delà de 10 ans. Mais c'est certainement plus. Alors maintenant, on va parler des émotions. Les émotions, ça fait aussi partie des capacités cognitives du cheval. Donc ça, j'en ai largement parlé dans mes conférences précédentes. À savoir qu'une émotion positive, c'est-à-dire qui va procurer au cheval une sensation agréable, eh bien, elle sera caractérisée par un événement qui n'est pas soudain, qui est familier, qui est prévisible, dont la valence est positive, c'est-à-dire qui est agréable, qui correspond à ses attentes, qu'il peut contrôler et pour lesquelles les normes sociales sont bonnes. Donc, j'ai largement expliqué dans mes conférences précédentes qu'un apprentissage bien conduit, en fait, il répondra à tout cela parce que le cheval, pour le cheval, ce sera pas soudain, ce sera prévisible et il pourra le contrôler par les bons comportements. Bon, au contraire, l'apparition soudaine d'un objet qui n'est pas familier, qui n'est pas prévisible et que le cheval ne peut pas contrôler, produira une émotion négative. Alors, on a également les capacités d'apprentissage. Donc ça va varier en fonction de l'espèce et de l'individu. Et chez l'individu, ça variera en fonction de son tempérament. Alors, on sait un certain nombre de choses à ce sujet chez le cheval peureux. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le cheval peureux, comparativement au cheval non peureux, en fait, il a une meilleure mémoire de travail dans un contexte non stressant, mais par contre, elle sera moins bonne que le cheval non peureux dans un contexte stressant. Pareil pour l'apprentissage des tâches. Le cheval peureux apprendra plutôt mieux en renforcement négatif et plutôt moins bien en renforcement positif. Mais un cheval peureux dans un contexte non stressant apprendra quand même bien en renforcement positif. Donc là, en fait, j'ai cité Baucher et le colonel Joussaume. Donc Baucher qui disait le cheval a la perception comme il a la sensation, la comparaison et le souvenir, il a donc le jugement et la mémoire, il a donc l'intelligence. Et le colonel Joussaume disait tenir compte des facultés psychiques du cheval. Les demandes du cavalier doivent être proportionnées à la faculté de compréhension du cheval.
Donc effectivement, ils avaient bien compris tout cela, même si scientifiquement, ça n'avait pas encore été démontré. Alors maintenant, on va rentrer directement dans les théories de l'apprentissage. Donc à savoir, donc je vous rappelle rapidement ce qui a déjà été expliqué donc, par ma collègue Marianne, évidemment, au cours de 2 conférences précédentes, où en fait elle vous a expliqué ce que sont les 3 grands principes de l'apprentissage. Donc l'apprentissage non associatif avec l'habituation et la sensibilisation, et l'apprentissage associatif qui comporte donc le conditionnement opérant, donc là où on va associer un renforcement à la réalisation d'un comportement satisfaisant. Donc renforcement positif, en général, c'est la récompense alimentaire, et renforcement négatif, c'est la levée de la pression ou la levée de l'inconfort quand le cheval a répondu de façon satisfaisante aux aides par son comportement. Et le conditionnement classique, en fait, où il va s'agir d'associer, par exemple, quelque chose d'agréable à ce qu'on veut que le cheval fasse, par exemple, d'associer de l'alimentation lorsqu'on monte le cheval dans le vent. Et on distingue le renforcement primaire qui va être la récompense qui a naturellement une balance positive pour le cheval, comme la récompense alimentaire. On va la distinguer du renforcement secondaire qui, lui, n'a pas naturellement une balance positive. Donc ça va être par exemple associé à l'utilisation du clicker ou l'utilisation d'un mot. Donc par exemple le mot oui ou le mot bien. Donc donc lorsque le cheval réalise le comportement de façon satisfaisante, on va dire le mot oui, ou on va utiliser le clicker, et on va récompenser derrière. Et donc progressivement, le cheval apprendra que le mot oui ou le clicker, ça veut dire qu'il a bien fait. Alors, on va voir déjà donc un petit peu plus précisément, de façon pratique, un certain nombre de techniques de désensibilisation. Donc là, on est dans la partie apprentissage non associatif. Donc, il y en a 4 différentes. Donc, la première, c'est la désensibilisation systématique. C'est celle que vous connaissez certainement et que vous utilisez le plus souvent. Contrairement aux 3 autres où vous allez peut-être découvrir des choses. Enfin, j'espère. Alors, la désensibilisation systématique, là, on donne l'exemple, par exemple, pour habituer le cheval à la douche, mais ça peut être aussi pour lui apprendre à s'habituer au spray ou aux injections. On va répéter le stimulus en augmentant progressivement son intensité. Donc on va définir des paliers et on répétera chaque palier 2 à 3 fois. Et entre chaque palier, pour récompenser le cheval, on éloignera ou on arrêtera, là en l'occurrence la douche. L'importance de cette technique, c'est de toujours rester en dessous du seuil de tolérance du cheval. C'est-à-dire que le cheval ne doit jamais manifester de signes d'inquiétude, sinon on va faire l'inverse, au lieu de l'habituer, on va le sensibiliser. Si on dépasse le seuil de tolérance, il faudra revenir un certain nombre de paliers en arrière. Et bien sûr, ce qui est intéressant dans ces techniques, c'est qu'on va associer cela à d'autres techniques. Et là, en l'occurrence, on peut l'associer au conditionnement classique ou au renforcement positif. En fait, tout ce que je vous ai expliqué là, toutes ces techniques de conditionnement, en fait, ça nous permet de disposer d'une boîte à outils. Et en fonction du contexte, du cheval, du problème, on va sortir un certain nombre d'outils de la boîte. Alors si ça ne marche pas une fois avec certains outils, on peut essayer évidemment d'autres outils. C'est ça l'intérêt, de savoir en fait qu'on a plusieurs outils et qu'on peut les utiliser à volonté et en association. Alors ensuite, une autre technique de désensibilisation, c'est le contre-conditionnement. Alors que vous connaissez peut-être moins bien, ça c'est très utile. Parce que grâce à cette technique, on va enseigner au cheval un comportement qui est incompatible avec un comportement qu'on cherche à faire disparaître. Et l'objectif est que le nouveau comportement soit exprimé en priorité. Et on va l'associer au renforcement positif ou négatif. Donc là, je vous ai prévu une petite vidéo pour illustrer cela. Donc, c'est un cas concret. C'est un cheval orphelin qui ne respectait pas l'homme. Et en fait, il écrasait l'homme contre les parois du box au moment du pansage. Quand il était en liberté dans le manège, il sautait dans les bras. Il ne respectait absolument pas, donc vous comprenez que c'était dangereux et effectivement, c'est pas possible d'avoir un cheval comme ça. Donc en fait, on a appris à ce cheval, sur ordre, à reculer
au lieu de nous sauter dans les bras. Et bah, de fait, vous comprenez que c'est deux comportements tout à fait incompatibles. Quand le cheval recule, bah, il ne peut pas ni nous écraser, ni nous sauter dans les bras. Donc, je vais voilà, vous montrer la vidéo. Voilà. Alors, donc, je reviens à ma webconférence. Donc, vous avez vu là en l'occurrence que c'était associé à du renforcement secondaire, c'est-à-dire que le cavalier dit oui avant de donner le renforcement alimentaire. Et donc, bah, ça permet de diminuer le nombre de récompenses alimentaires qu'on va utiliser. Alors ensuite, un autre type de désensibilisation, c'est le masquage. Donc là, ça devient encore un petit peu plus compliqué. En fait, on a dans ce cas-là deux stimuli qui sont concurrents. Donc un stimulus, là en l'occurrence le cheval a peur du spray, donc il va éviter le spray, il va avoir un comportement d'évitement vis-à-vis du spray, mais le cheval connaît également l'évitement qu'il a quand on va utiliser la longe pour le faire avancer ou reculer, et ça c'est un évitement mais qui n'induit pas la peur. Et donc en fait, ce sont deux stimuli qui utilisent l'évitement. Si on les présente en même temps, le masquage, ça va correspondre au phénomène par lequel le cheval va s'habituer au stimulus le moins fort. Et donc là, en l'occurrence, le stimulus le moins fort, donc on va utiliser au début tout doucement, ça va être notre spray. Donc il y a une personne qui va s'approcher avec le spray et qui va s'arrêter dès que le cheval montre la moindre inquiétude, et l'autre personne donc qui va tenir le cheval et qui va donc appliquer le stimulus qu'on appelle fort, et qui va donc faire une action sur la longe pour avancer ou reculer de quelques pas. Et là, on va progresser par palier. Donc là, au bout d'un certain temps, le cheval va s'habituer à la personne qui va s'approcher avec le spray. Et bien évidemment, c'est intéressant d'associer ça au renforcement positif. Autre type de désensibilisation, c'est le conditionnement par l'approche. Ça ressemble un petit peu à l'approche retrait, qui est enseignée dans certaines méthodes d'équitation éthologique, où en fait, c'est utilisé pour s'approcher de certains objets dont le cheval a très peur. Et donc, bon, c'est moins connu, hein, mais en fait, les scientifiques disent que c'est très efficace. Donc en fait, là, de la même façon, on a le cheval en main et on va faire une action sur la longe pour s'approcher de quelques pas du tracteur et on va s'arrêter. Et à ce moment-là, le tracteur va reculer. Donc la peur que peut donner le tracteur, en fait, la peur va s'en aller. Et on va, en fait, à chaque fois s'approcher un petit peu plus et le tracteur va reculer un petit peu moins. On va de la même façon progresser par palier, Au bout d'un certain temps, on arrivera à proximité de l'objet et le cheval va tout naturellement investiguer l'objet. Alors bien sûr, c'est pas certain qu'on arrivera à faire ça au bout d'une seule journée. Hein, toutes ces techniques-là, pour certains chevaux, ça peut demander une journée, quelques jours. Pour le cheval orphelin dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le contre-conditionnement, la situation était tellement grave, entre guillemets, qu'il a fallu plusieurs semaines pour arriver au résultat qu'on voulait obtenir. Alors maintenant, dernier exemple pour la désensibilisation, c'est la superposition du stimulus. Donc ça, effectivement, c'est aussi utilisé, il me semble, de façon à... C'est utilisé. Donc là, en fait, on veut habituer le cheval au spray, il a peur du spray, mais il est habitué à la douche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer progressivement, en les mélangeant, les deux stimuli, et on va diminuer progressivement la douche, alors qu'on va augmenter progressivement le spray. Et là, au final, on n'aura plus que le spray. Ça, c'est pareil, hein, il va falloir peut-être pour certains chevaux plusieurs jours, si le cheval est très sensibilisé. Voilà, maintenant, on va voir quelques précisions concernant le conditionnement opérant. Donc, pour bien utiliser le conditionnement opérant, il faut aussi appliquer un certain nombre de choses. La toute première, c'est la contiguïté temporelle. C'est-à-dire qu'il faut délivrer le renforcement immédiatement après la réalisation du bon comportement. Donc là, on retrouve l'utilisation de la notion de mémoire de travail, hein, en moyenne 12 secondes. En renforcement négatif, ça veut dire qu'il faut céder immédiatement
dès que le cheval a réalisé le bon comportement. Bon, là, on retrouve les principes de l'équitation classique. Et en renforcement positif, il faut récompenser immédiatement. Donc là, je vous ai préparé une petite vidéo sur un reculé. Donc, voilà. Donc, le cheval va reculer et vous allez voir que le cavalier a dit le mot oui et associe ça à une récompense alimentaire. Voilà, donc le cheval, en l'occurrence, il est habitué, puisque quand il entend oui, il tourne la tête, mais il n'a pas la récompense à chaque fois. Excusez-moi, je vous la remontre une deuxième fois. Voilà, on va passer à la webconférence. Donc ensuite, ce qu'il faut respecter, c'est la... je vous ai mis une petite citation, excusez-moi. Donc Xénophon, qui disait « La meilleure manière de l'instruire, c'est que toutes les fois qu'il s'est plié à la volonté du cavalier, il obtienne toujours de lui un instinct de relâche. » Et Nuno Oliveira qui disait « Le cavalier doué de tact récompense au plus léger indice d'obéissance. Quand il demande à nouveau, le cheval répond avec calme, confiance, plaisir. » Et donc là, il peut s'agir aussi bien de renforcement positif que de renforcement négatif. Alors ensuite, on a le renforcement systématique partiel ou aléatoire. Donc, le renforcement systématique, c'est ce qu'on va utiliser en début d'apprentissage. Par exemple, sur le reculé, on renforcera à chaque pas. Ensuite, on renforcera partiellement et de moins en moins, c'est-à-dire qu'on pourra renforcer tous les 5 pas, ensuite tous les 5 à 10 reculés, et au final, on pourra renforcer que de manière aléatoire. Mais il faut savoir que si on ne renforce plus du tout, on arrivera à ce qu'on appelle l'extinction, c'est-à-dire que le comportement pourra diminuer en qualité, voire ne plus être exécuté. Donc on continue à renforcer de manière aléatoire, mais ça peut être après pour un comportement très bien appris, toutes les 20 fois, toutes les 30 fois. Ensuite, la contingence. La contingence positive, c'est renforcer à chaque fois, alors c'est plutôt avec le renforcement positif, c'est renforcer à chaque fois que le cheval effectue un comportement demandé. Et la contingence négative, c'est renforcer positivement quand le cheval n'a rien fait de particulier. Et effectivement, quand on va de la contingence positive à la contingence négative, on va faire ce qu'on appelle une dégradation de la contingence, c'est-à-dire que le cheval répondra de moins en moins bien. Et en fait, on va retrouver les chevaux qui vont fouiller dans les poches, qui ne savent plus en fait à quoi correspond la récompense. Donc ça veut dire que quand on récompense positivement, il faut le faire de façon très standardisée si on veut que ça continue à marcher. Et c'est facile, mais il faut le savoir. Enfin, on a la valeur du renforcement. Donc la valeur du renforcement, à savoir par exemple, si on compare renforcement positif ou renforcement négatif, il a été montré par diverses publications scientifiques que le renforcement permet un apprentissage plus facile, plus sécuritaire, avec moins de stress que le négatif. Bon, mais ce qui n'enlève pas toute sa qualité au renforcement négatif. L'intérêt, c'est probablement d'associer les deux en fonction du contexte et du cheval. En renforcement négatif, on sait que ça varie en fonction de la nature de la récompense. Le renforcement alimentaire est le préféré. Bien sûr, ça doit être connu et apprécié du cheval. Si on donne au cheval une friandise qu'il n'a jamais eue, il ne va pas apprécier. Et puis, ça doit aussi correspondre aux attentes du cheval. C'est-à-dire que si on lui donne une mini friandise qu'il a à peine le temps de savourer, ça ne correspondra pas à ses attentes. En renforcement négatif, il ne faut pas que ce soit trop fort, parce qu'il ne faut pas sensibiliser le cheval. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop faible, parce que ça doit être perçu par le cheval et produire quand même un certain inconfort pour qu'il puisse le ressentir. Voilà, donc j'en ai terminé avec une dernière petite citation du colonel Bedan qui disait que la clé du dressage, c'est de savoir se rendre compte au juste de ce que l'on doit exiger. Si l'on n'exige pas assez, il n'y a pas de progrès, et si on exige trop, on va au-devant de la mauvaise volonté et de la fatigue. Voilà, j'aime beaucoup cette citation. Donc, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que les théories de l'apprentissage, donc découvertes au 19e et 20e siècle, sont applicables aux chevaux. Ces théories sont scientifiques, elles permettent de comprendre comment le cheval apprend et sont un plus pour optimiser les apprentissages. Elles assurent un entraînement efficace dans le respect du bien-être du cheval et de la sécurité du cavalier.
et elles sont applicables à tous les chevaux, quel que soit leur âge, leur discipline et leur niveau. Donc les prochaines webconférences, donc c'est la semaine prochaine où on verra sur ce même sujet les principes 3 à 10. Le 15 mai, ce sera les manipulations dans le travail à pied. Et le 17 mai, les plantes toxiques des prairies. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet que je vous ai présenté aujourd'hui, vous pouvez vous abonner à notre blog, dont vous avez l'adresse, que vous pouvez retrouver donc en téléchargeant la diaporama. Donc on vous met régulièrement des actualités scientifiques donc sur ce sujet-là. Vous pouvez, donc il y a également le livre IFCE sur le bien-être du cheval hein, qui brasse tout le bien-être sur 400 pages. Le livre de ma collègue Léa Lansade qui présente de façon très pratique les apprentissages avec des exemples pratiques comme les sprays, des exemples équitation. Et puis également le livre sur les apprentissages d'Hélène Roche, donc qui est éthologue, comment motiver son cheval, donc essentiellement avec l'utilisation du clicker training, mais que vous pouvez donc utiliser d'autres renforcements secondaires que le clicker training. Voilà, donc si vous voulez maintenant, on va passer aux webconférences.